Bonjour, voici une vidéo sur le chapitre d'histoire, l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen. Il s'agit donc d'un chapitre du thème 2 sur le monde depuis 1945. On va voir à quoi sert ce projet européen et quelles sont les différentes étapes de ce projet européen. Cette photographie prise l'été 1950 au Havre montre bien qu'en Europe, il y a des villes encore à reconstruire et puis une économie à relancer. Il faut passer en gros d'une économie de guerre à une économie de paix et faire en sorte que cette paix soit durable. Nous allons étudier ce chapitre-là en trois parties. Tout d'abord, les origines. C'est une alliance économique au départ de 6 pays autour du charbon et de l'acier, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier de 1951. Ça va être donc cette liberté de passage du charbon et de l'acier va être généralisée à toutes les marchandises entre ces 6 pays et puis d'autres, suite à la signature du traité de Rome, avec la création de la communauté économique européenne, la CE. Donc ça va être le nom de l'Europe, en gros, du projet européen entre 57 et 92. Et puis de 1992 à aujourd'hui, c'est l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle n'est plus seulement une alliance économique, c'est ce qu'on va voir. Alors on va voir les origines, 51-92, et puis 92 aujourd'hui, l'approfondissement du projet européen, et en gros la crise du projet européen aujourd'hui dans un grand 3. Premier point, l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. L'Europe, c'est une quarantaine de pays, dont voici les limites habituelles. L'Union européenne, c'est un groupe de pays qui ont passé des alliances, des accords économiques et aussi de citoyenneté. Et c'est ce que l'on va voir par la suite. Donc attention, on a 28 pays ici, alors qu'il y a une quarantaine de pays en Europe. Tout d'abord, le projet européen apparaît dans un contexte de guerre froide. Et si vous regardez bien, les pays fondateurs, donc France, Allemagne, Italie et les pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, ils sont du côté du bloc de l'Ouest, donc des démocraties libérales. À ce titre, vous savez, nous recevons des aides ou des prêts d'argent de la part grâce au plan Marshall américain en 1947, des apports de marchandises aussi qui vont être donnés aux pays qui empêchent l'avancée du communisme. Le projet européen apparaît aussi dans un contexte de décolonisation. Concrètement, là, ici, on voit la perte de l'Algérie par la France. Eh bien, la France va devoir développer des échanges commerciaux avec d'autres pays ou d'autres espaces que les colonies, et notamment développer les échanges commerciaux avec les pays voisins. À l'origine, on a Jean Monnet et Robert Schuman qui vont être les premiers à avoir cette idée-là de rassembler des pays pour avoir un échange sans taxe entre eux et se mettre d'accord sur les prix autour du charbon et de l'acier. Donc c'est la CECA. On voit donc entre l'Allemagne, la Belgique, on le voyait ici, la France, la Belgique, donc le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Donc c'est le point de départ de ce projet européen. Mais ensuite, il va être renforcé en élargissant la liberté de circulation des marchandises à toutes les marchandises, pas simplement le charbon et l'acier. Ça va être le traité de Rome de 1957 et la création de la communauté économique européenne. Alors, durant cette période-là, des pays vont intégrer la CE. On était parti de 6, vous voyez là, les 6 pays fondateurs. Et puis vous allez avoir le Royaume-Uni et l'Irlande en 1973, la Grèce en 81, l'Espagne et le Portugal en 1986. On va arriver à une douzaine de pays, mais on a, dans le contexte de guerre froide, d'autres pays ici qui sont toujours dominés par l'URSS. La CE, c'est aussi la création de la politique agricole commune. C'est la première dépense de la CE. Le but, c'est de nourrir les membres de la CE, de faire en sorte que l'agriculture se modernise. Pour cela, il faut donc moderniser l'agriculture et d'assurer aussi un niveau de vie correct aux agriculteurs en fixant des prix dans la CE. Donc ça, c'est en 1962. On l'a vu dans un autre chapitre aussi, ça va être la création en 1975 du FEDER, qui a pour but de dynamiser l'activité économique et puis de créer aussi de nouvelles activités, à faciliter la recherche et développement, par exemple. Vous vous rappelez, c'est le Fonds européen de développement économique régional, et souvent, ils viennent aider, le FEDER vient aider à l'échelle régionale, même s'ils sont parfois des euro-régions, comme on l'avait vu dans le chapitre de géographie. Alors, le temps passe, 1991, c'est l'effondrement de l'URSS et l'apparition de nouveaux pays dans ce cadre-là, et ces pays-là vont se tourner vers la CE,
Et il faut à ce moment-là passer à une étape supérieure, approfondir le fonctionnement de la CE, dépasser la partie simplement économique. Ça va être la signature du traité de Maastricht en 1992 entre 12 pays, et on va voir que des pays anciennement dominés par l'URSS vont intégrer cette Union européenne, la Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Hongrie par exemple. On va dans ce traité de Maastricht bien spécifier les valeurs communes, liberté, démocratie, démocratie libérale, avec le pluralisme, c'est-à-dire le droit à la liberté de parole, le droit au débat, des différents points de vue peuvent s'exprimer, la non-discrimination, toujours l'objectif de paix, la solidarité qui est parfois oubliée, l'objectif de paix qui était aussi un objectif au départ de la CE et de la CK, et la liberté, mais cette fois-ci pas seulement des marchandises, mais aussi des personnes. 1992, le traité de Maastricht, l'Union européenne, c'est aussi la création d'une citoyenneté européenne. Donc je suis en France citoyen français, dans n'importe quel État membre on est citoyen de son pays, mais aussi citoyen européen. Concrètement on peut se présenter et voter aux élections municipales et européennes, donc le plus petit territoire et le plus vaste. On peut aussi circuler librement, donc c'est pas simplement la liberté de circulation des marchandises, et donc les valeurs justice, liberté, solidarité sont propagées. Donc si on demande aux membres de l'Union européenne quelles sont les valeurs les plus importantes, la paix apparemment ici apparaît en premier. Le traité de Maastricht pose aussi une devise, unie dans la diversité, un drapeau aux 12 étoiles sur fond bleu, la monnaie on va voir en 2002, l'hymne à la joie qui est l'hymne européen, et puis une journée de l'Europe le 9 mai. En 2002, suite à ce traité de Maastricht, va être mis en circulation pour chaque citoyen, chaque membre de cette zone euro, va être mis en circulation une monnaie européenne. Et les institutions, là vous devez les connaître, pour faire fonctionner cette Union européenne. Il y a le Parlement européen à Strasbourg, qui est donc ouvert au suffrage universel direct depuis 1979. Il y a la Cour de justice européenne, donc pour vérifier si les valeurs sont bien appliquées partout dans l'Union européenne. Et puis le gouvernement de l'Union européenne qui est à Bruxelles, donc Cour de justice au Luxembourg, et Strasbourg, on l'avait vu, le Parlement européen. Bon voilà, nous avions vu les origines de ce projet européen, son renforcement, et puis l'élargissement, l'arrivée de nouveaux pays, d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, on a quelques problèmes. Il y a des pays qui ont été en crise, notamment la Grèce, donc une crise dans la zone euro. Il y a une montée de partis politiques qui parfois demandent la sortie de leur pays de l'Union européenne. Et on a aussi une crise migratoire à laquelle l'Union européenne a du mal à se mettre d'accord. Enfin, les pays ont du mal à se mettre d'accord là-dessus. Donc ça, c'est la troisième partie. Quelles sont les crises ? Concrètement, lors des élections, vous avez eu de plus en plus de citoyens européens qui ont voté pour des partis eurosceptiques. Et cela a entraîné, vous le savez, certains échecs, notamment celui d'une constitution de l'Union européenne pour renforcer, faciliter le fonctionnement de l'Union européenne avec de nouveaux pays. Eh bien, un projet de constitution avait été lancé en 2005 et il a été rejeté par référendum en France, mais aussi aux Pays-Bas. Alors, l'un des problèmes aussi de l'Union européenne, c'est devenu sa complexité. Chaque pays parfois fait ses choix propres, en fonction aussi des situations politiques, des choix des citoyens, et vous avez une Union européenne à géographie variable. Certains sont dans la zone euro, d'autres pas, certains sont dans l'espace Schengen et d'autres pas. Cela devient parfois de plus en plus compliqué à comprendre pour le citoyen. Vous avez aussi des membres de l'Union européenne qui ne sont pas tous d'accord. Au départ, on était 6 en 1957 au traité de Rome. Voulez-vous un café ? Oui, merci. Maintenant, la réponse est devenue très plurielle, avec 28 membres de l'Union européenne. Il est difficile de se mettre d'accord sur les nouveaux enjeux. Vous avez même un pays qui, par un référendum, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et vous voyez que d'ailleurs aujourd'hui, ce pays est confronté à des divisions internes. L'Écosse n'est pas d'accord avec cette décision et menace de quitter le Royaume-Uni. Vous avez aussi des pays qui ne sont pas d'accord sur la manière d'accueillir les migrants, la manière de répondre, comment on vient en aide à ces migrants aussi. Et donc cela
complique la prise de décision de l'Union européenne et son efficacité. On a vu aussi qu'au niveau de la politique étrangère, lorsque la Russie annexe la Crimée, eh bien, les pays de l'Union européenne ne sont pas tous d'accord, d'autant plus que la Russie est le premier fournisseur de gaz des pays de l'Union européenne, et donc il y a des moyens de pression de la Russie, et les pays de l'Union européenne n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des sanctions économiques à l'encontre de la Russie suite à cette annexion de la Crimée. Voilà, bon courage pour les révisions.